L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour, bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat avec Mickaël Zamès. Bonjour Anne-Laure. On va recevoir ce matin Benoît Apparu, bonjour. Bonjour. Député UMP de la Marne. Alors on va commencer par ce sondage publié hier soir pour TNS Sofres et le Figaro Magazine. 36%, c'est la cote de popularité de François Hollande, c'est une baisse de 5 points en un mois. Aucun chef d'État n'avait été aussi bas, aussi vite depuis Jacques Chirac en 1995. Mais finalement, est-ce que le malheur des uns fait forcément le bonheur des autres? En d'autres termes, est-ce que l'UMP doit se satisfaire ce matin de ce sondage? Ah non, moi je ne me satisfais pas d'avoir un président de la République et un Premier ministre qui soient aussi bas dans les sondages. Pas fait pour me réjouir, parce que ça veut dire qu'ils auront plus de difficultés encore qu'aujourd'hui à faire passer un certain nombre de réformes, parce qu'ils n'ont pas la confiance des Français pour faire passer ces réformes. Donc je m'en réjouis pas spécifiquement. Puis vous savez, quand on était dans la majorité et qu'on avait de mauvais sondages, on disait « Oh, vous savez, les sondages, c'est pas très important ». Écoutez, je vais vous dire exactement la même chose. Il n'en demeure pas moins que ça reflète la mystification de la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, François Hollande nous a dit « Il n'y a pas de crise en France, sortons Sarko, tout sera réglé ». Grosso modo, c'était le pitch de la campagne électorale de François Hollande. Puis maintenant, petit à petit, il commence à revenir en disant « Il y a quand même une crise. Elle était un peu plus grave qu'on l'avait prévu, on ne s'est peut-être pas très bien préparé. » Mais les Français sanctionnent cette forme de supercherie de la campagne électorale de François Hollande. Vous avez peut-être vu la une du journal Le Monde qui paraît aujourd'hui. François Hollande, il y a un déni de la crise, selon vous? En tout cas, pendant la campagne électorale, il y a eu une forme de déni de crise. Mais là, aujourd'hui, maintenant qu'il est au pouvoir, maintenant qu'ils ont les pleins pouvoirs, je pense que maintenant, Hollande est quelque part tétanisé. Il est pleinement conscience qu'il y a une crise, parce qu'il l'a subie tous les jours, parce que les indicateurs économiques qui lui remontent de la part de ses services, parce que les recettes budgétaires lui montrent qu'il y a une crise quotidienne, permanente, lourde et difficile. Veut dire quoi, Benoît Apparu? Deuxième point, il a une campagne électorale où il a dit à peu près l'inverse. Et aujourd'hui, il est probablement entre les deux. Je fais quoi? Est-ce que je tourne le dos totalement à ma campagne électorale? Et donc je montre aux Français que je leur ai menti? Ou alors est-ce que je me lance à corps perdu dans la lutte contre la crise? Et je pense qu'il est entre les deux, tiraillé, ne sachant pas très bien quoi faire. Le résultat, c'est qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et il serait temps, me semble-t-il, que ce gouvernement, non pas prenne conscience de la crise, je pense qu'ils en ont conscience, mais en tire aujourd'hui toutes les conséquences. Et Benoît Apparu, cette impopularité du chef de l'État et de son Premier ministre, d'ailleurs, ce qu'on voit dans ce sondage, est-ce que c'est pas de nature à favoriser les extrêmes? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est probablement de nature à favoriser les extrêmes, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que l'opposition soit encore une alternative totalement crédible. On sort de 10 ans de pouvoir, de 5 ans de présidence de Nicolas Sarkozy, on vient de perdre une élection. S'imaginer que d'un coup de claquement de doigts, on va avoir un joli vase communicant, ce que perd Hollande, on le prend immédiatement, non. Et donc oui, quoi qu'il arrive, toutes les périodes de crise génèrent une montée des extrêmes. Dans l'histoire de France, comme dans l'histoire de l'ensemble des pays occidentaux, ça a toujours fonctionné comme ça. Quand il y a une crise, on cherche un bouc émissaire. Pour l'extrême gauche, ça va être le riche, et pour l'extrême droite, ça va être l'étranger. Donc cette recherche de bouc émissaire, elle existe, elle est là, et elle va continuer tant que la crise perdurera. L'indécision gouvernementale va renforcer ce sentiment, quelque part, d'abandon que peuvent avoir les classes les plus populaires de la part de leurs élites. Benoît Apparu, vous avez peut-être entendu Manuel Valls hier, c'était à l'Assemblée nationale, il a dit « Vous êtes une formation qui court derrière le Front National et qui perd ses valeurs ». Écoutez, laissons dire à Manuel Valls ce qu'il a envie de dire, c'est son problème. Il doit, d'un côté, essayer d'assumer une politique au ministère de l'Intérieur assez ferme, un peu à droite. Avec une cote de popularité très haute. Très populaire. Et donc, vous savez, la popularité, c'est bien. C'est indispensable. On vient de parler des sondages. Voilà, mais on vient de parler des sondages en disant qu'il fallait les relativiser. Donc, relativisons-les à la baisse comme à la hausse. Et puis, moi, ce que j'attends de Manuel Valls, c'est pas des discours, c'est des actes. Ce sont des résultats. En tout cas, c'est le ministre préféré bien d'avoir, que ce soit le ministre préféré à droite, parce qu'effectivement, il a un discours de fermeté. Tant mieux. Et donc, de temps en temps, il donne un petit gage, comme ça. Il l'a fait hier à l'Assemblée nationale, avec cette vieille recette facile et classique, qui consiste à dire que la droite, évidemment, est supposée s'allier avec l'extrême droite. Je rappelle à Manuel Valls que lui est allié avec l'extrême gauche. Alors, les leçons de morale de M. Valls en la matière, qu'il les garde pour lui. De temps en temps, vous vous alliez aussi avec l'extrême gauche, c'est le cas au Sénat, par exemple. On a une alliance un peu de circonstances. Confondez pas les choses, c'est pas parce qu'ils votent comme nous qu'on est allié avec eux. Il y a une nuance. On ne dirige. Quand on entend Laurent Wauquiez, il y a des défenses communes.
jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune ville en France qui est gérée extrême droite, extrême gauche. Avec nous, j'entends bien sûr. Il y a plein de villes en France qui sont gérées avec l'extrême gauche et le PS. Alors de grâce, là encore, les leçons de morale du Parti socialiste sur ce sujet, qui regardent comment ils gèrent le pays et les communes avec l'extrême gauche, et ensuite ils viendront nous poser des questions. Quand on voit quand même à la Commission des Finances cette convergence de vues entre communistes et UMP sur la loi de programmation budgétaire, on peut s'étonner. Est-ce que les communistes sont devenus vos partenaires C'est juste aujourd'hui ahurissant. Les communistes sont de tout temps les partenaires du PS, et maintenant on va nous accuser, nous, d'être les partenaires du Parti communiste. C'est un attelage On un rêve. petit peu, On rêve rarissime quand même. C'est pas Benoît un Paru. attelage. C'est pas parce que demain... Alliance de Allez, circonstances. c'est pas parce que demain je vais voter la même loi que le PCU. Donc si je comprends bien, quand on a un vote à l'unanimité, c'est qu'on a tous fait alliance. Et donc il faut en tirer une conséquence politique. Enfin, de grâce, redescendez sur terre. C'est pas parce que les communistes vont voter 3 fois la même chose que nous qu'il y a une alliance objective entre les uns et les autres. Rassurez-moi, ça fonctionne pas comme ça. Je sais pas, Laurent Wauquiez dit il y a des défenses communes, je reprends ses propos. Non mais que là encore, qu'on puisse à un moment ou à un autre se retrouver. Et demain, je peux me retrouver avec un sujet avec le Front National. Demain, je peux me retrouver avec un sujet avec le Parti Socialiste. Et demain, je peux me retrouver avec un sujet avec le Front de Gauche. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une alliance objective avec les uns ou les autres. Donc vous rassurez les socialistes sur ce point parce que c'est leur problème. Inquiets en ce Mais moment. attendez, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on s'aperçoit que le Parti Socialiste est totalement isolé. On a les Verts qui tapent dessus de plus en plus. On a le Parti communiste qui vote de moins en moins avec eux. L'opposition, évidemment, qui fait son rôle d'opposant. Et on a un gouvernement qui, aujourd'hui, je reprends ma formule, est tétanisé par l'inaction. C'est-à-dire qu'en gros, zut, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils ne sont pas préparés à gérer le pays dans une situation comme celle que l'on traverse. Mais vous le disiez, l'opposition n'est pas une alternative crédible. En ce moment, on Mais a c'est pas- la course pour la présidence à l'UMP. Vous avez fait un choix, celui de François Fillon. Mais ce n'était pas votre candidat de départ. Vous souhaitiez plutôt Alain Juppé. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer sur cette question? Je n'avais pas de candidat de départ nominatif en tant que tel. Il se trouve que le profil que je dessinais, d'avoir quelqu'un de désintéressé pour 2017, correspondait effectivement à Alain Juppé. Ce qui m'a toujours intéressé sur cette campagne, c'est l'avenir de la formation politique. Il m'avait semblé que l'avenir de notre formation politique pour les années à venir n'est pas de se préoccuper tout de suite de l'élection présidentielle de 2017. Qu'il fallait, notamment face au gouvernement socialiste, offrir autre chose qu'une opposition qui s'intéresse en premier lieu à la future présidentielle. Moi, j'avais le sentiment qu'il fallait d'abord qu'on s'intéresse aux Français, à reconstruire notre formation politique, à rebâtir ses idées avant de penser à la présidentielle. Je trouve que la campagne a un peu changé mon point de vue. C'est-à-dire Je garde mon analyse, mais j'ai le sentiment que ce qui fait aujourd'hui l'essence même de l'UMP, c'est-à-dire la capacité d'avoir une formation politique qui va du centre à la droite et qui couvre tout le spectre politique. Il me semble aujourd'hui que Jean-François Copé, dans sa campagne électorale, c'est son choix, c'est son droit, mais c'est pas le mien, a plutôt envie de spécialiser quelque part l'UMP plutôt vers un parti de droite de la droite. droite. Non, pas la droite de la décomplexée, comme il appelle. droite décomplexée, appelons-le comme on veut. Moi, je ne suis pas dans le fantasme de considérer qu'il y a une droitisation de Jean-François Copé. Simplement, il occupe un spectre qui est plutôt bien à droite. C'est son choix, c'est son droit. Et donc, il ne présente pas l'image d'un parti politique qui va rassembler l'ensemble du spectre. Or, c'est mon analyse. Je veux une UMP comme ça. François Fillon, est plutôt dans ce registre-là. Je me perds avec les prénoms des uns et des Ça autres. peut arriver, Benoît Et Paru. plutôt dans ce spectre-là. Et donc, je rejoins effectivement, en tout cas, j'annonce que je voterai pour François Fillon. Alors, qu'est-ce que vous faites si jamais Jean-François Copé devient président de l'UMP? C'est-à-dire? Si jamais il passe et vous constatez aujourd'hui que cette droite ne vous convient pas à vous, en tout cas, cette dérive de la droite. Attendez, est-ce que vous sous-entendez par là une question? Est-ce que je rejoins l'UDI? C'est ça à peu près qu'il y a sous le propos sous-jacent? Non. Écoutez, je suis engagé... J'ai pas posé la question, mais si vous voulez Non, aussi enfin, vous j'ai assistez, cru Benoît comprendre, Paru, enfin, c'était quand même très sous-jacent, c'était fortement incitatif quand même comme propos. Je suis engagé dans l'UMP depuis 2002. J'ai participé comme militant de base Très bien, mais si à la cette droite ne création vous de ce convient pas, parti politique. Et donc évidemment, je continuerai à me battre au sein de ma formation politique pour faire valoir mes idées et notamment pour dire que l'UMP est là pour occuper un spectre politique qui va du centre en passant par le centre droit et par la droite. Jean-François Copé n'est pas assez rassembleur, donc si on vous entend bien, pourtant lui met en avant le fait qu'il a créé des mouvements au sein de l'UMP, ce qui n'existait pas, qui rassemble toute la famille, tout le spectre, ça ne vous convainc pas? Non, parce que j'ai le sentiment que sa prise de position est en train de faire dériver le centre de gravité de l'UMP vers la droite. Je me répète, on essaie de couvrir un champ qui est objectivement compliqué.
Raison pour laquelle il est nécessaire d'ailleurs de faire participer les militants via les mouvements pour assumer cette diversité et pour la gérer, ce qui est très difficile. Simplement, quand le futur président potentiel de l'UMP donne peut-être le sentiment de plutôt justement présider un mouvement, une des composantes de l'UMP et pas toutes, mais je me dis qu'il n'est pas tout à fait dans son rôle. Raison pour laquelle je me répète, je vais plutôt choisir je vais y arriver, François Fillon, mon ancien Premier ministre, je vais y arriver, raison pour laquelle François Fillon me paraît plus à même justement de rassembler l'ensemble des différentes composantes de l'UMP. Benoît Paru, question à l'ancien ministre du Logement que vous étiez sous François Fillon. Cécile Duflot a décidé hier... Marie-Cécile Duflot, vous vouliez dire? Non, Cécile Duflot a décidé la réquisition des logements vacants. Vous lui avez écrit une lettre dès hier soir. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette décision? Je ne suis pas d'accord avec cette décision parce qu'elle me paraît inefficace, contre-productive et contraire au droit de propriété. Inefficace parce que Lionel Jospin avait déjà essayé. Il avait identifié 96 000 logements vacants réquisitionnables. Il en a réquisitionné combien? 0 en Ile-de-France, 43 France entière. Autrement dit, si on nous fait tout ce cirque sur la réquisition pour réquisitionner 43 logements, je n'en vois vraiment pas l'intérêt. Ça s'appelle juste un coup de com'. Ça s'appelle un coup de com' si c'est pas efficace. Bon, premier point. Deuxième point, c'est contre-productif. Pourquoi? On a besoin, en France, d'avoir des propriétaires qui investissent dans des logements. Sinon, il n'y a pas de marché locatif. À force de dire à ces propriétaires, vous êtes des salauds de bourgeois riches, et donc on va vous taper dessus, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution pour les inciter à continuer à investir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va réquisitionner leur logement s'ils les louent pas, on bloque leur loyer, on va bientôt les baisser d'ailleurs, c'est la prochaine loi, Madame Duflot, et on va interdire les expulsions. Si on veut vraiment dissuader les propriétaires d'investir, il n'y a pas de meilleure façon de s'y prendre. Qu'est-ce que vous proposez? Enfin, troisième élément, droit de propriété, ça compte. C'est un droit constitutionnel, et jusqu'à preuve du contraire, le propriétaire, il a payé son logement. C'est pas avec votre argent qu'il a fait, ni avec celui des impôts, c'est avec le sien. Oui, mais, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Elle dit qu'il y a des logements vacants, alors il faut mettre les gens. J'entends bien, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui a payé son logement avec son argent, le sien, pas celui des impôts, elle en fait ce qu'elle veut. Donc votre proposition, ça serait quoi? Ma proposition, c'est quoi? Je dis à Cécile Duflot, c'est pas une bonne solution. Je crois qu'il y a une autre solution, qui est de dire aux bailleurs sociaux parisiens, donc aux organismes HLM, achetez des logements vacants, vous les transformez après quelques travaux en logements entre guillemets sociaux, et là effectivement on pourra loger un certain nombre de personnes. La ville de Paris aujourd'hui achète des immeubles entiers, haussmanniens, occupés par des locataires privés, pour les transformer en logements sociaux, 4000 par an, pour les transformer en logements sociaux. Ces logements ne deviendront sociaux qu'une fois que les anciens locataires seront partis, grosso modo au bout de 15 ans. Mais que ces 4000 logements achetés par la ville de Paris, en bloc, comme on dit, elle achète plutôt des logements, comme on dit dans le diffus, les logements vacants en question, on aura des logements sociaux beaucoup plus vite, on répondra au scandale, le mot est un peu fort, des logements vacants que certains dénoncent, et ça ne coûtera pas un euro de plus pour les finances publiques. Je crois que c'est une meilleure solution. Vous connaissez forcément la question, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Ça paraît très simple. Mais quand vous le dites ce matin, on comprend. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez ministre? Deux choses. Si à chaque fois qu'on fait une proposition, on nous ressort pourquoi vous ne l'avez pas fait, on ne va plus dire grand-chose. C'était il y a 6 mois. Premier point. Deuxième point, révisez vos fiches. Qui vous dit qu'on l'a pas fait? Je ne sais pas si vous faites cette proposition Qui aujourd'hui. vous dit qu'on l'a pas fait? Vous l'avez fait? Personne. Rappelez-nous alors. Personne. Oui, je l'ai fait il y a 2 ans et on en a racheté 3000. Je considère que c'est effectivement une bonne technique Donc c'est pour lutter contre la vacance. C'est bien ça. J'ai pas dit ça. On l'a fait. C'est pas une loi. Vous savez, tout ne passe pas par la loi en France. Vous pouvez aussi prendre des décisions qui sont autre chose que du ressort de la loi. Donc et ça a déjà été pas fait. un centime aux finances publiques. Non, parce que l'accent. en l'occurrence, je dis que là, la ville de Paris a déjà des opérations similaires, mais avec des logements qui sont occupés par des locataires privés. En gros, il n'y a pas de terrain sur Paris. Donc si vous voulez faire du logement social, comme vous ne pouvez pas beaucoup construire, vous prenez le logement ancien. Soit vous achetez 2 haussmanniens en bloc déjà occupés, soit vous achetez le logement vide. Merci beaucoup Benoît Paru. Merci à vous. Parlé ce matin. Merci Mickaël. Voilà. Et très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.